Alors, immense plaisir d'accueillir aujourd'hui, et je crois que c'est la première fois à l'ACB, Houssine Boukella, peut-être plus connu sous le nom de Cheikh Sidi Bémol, plus connu aussi sous le nom de El Ho, qui est son pseudonyme de caricaturiste, parce que ce monsieur qui est à l'origine biologiste, a préféré faire de la musique et dessiner plutôt que d'étudier, de plonger des mouches dans des bains, etc. Hein, voilà, chacun. Donc Houssine, qui est né à Alger, qui est originaire de Kabylie, hein, on le dit, c'est ça, de Bouzgane, a vécu son enfance à Alger parce que c'était la guerre, la famille était partie, plus particulièrement à Bellecour, où son papa était directeur d'école. Donc tous les enfants ont grandi dans ce quartier populaire d'Alger où qui rythmait un peu, enfin qui avait des pulsations un peu à différentes époques de la vie politique algérienne. C'est un quartier qui a compté dans cette espèce j'allais dire, d'électrocardiogramme de la capitale algérienne. Donc voilà, puis en 1985, il vient en France pour faire des études, mais là aussi un certain nombre de difficultés sociales, etc., ont fait qu'il va se retrouver en même temps qu'il essaye de faire ses études, à travailler, et puis à commencer à faire de la musique et de la caricature. Donc, alors, il y aura des périodes un peu difficiles, on va en parler peut-être tout à l'heure, si tu en as envie, hein. Tout ça pour dire que c'est... On attend tout doucement. C'est joli. J'en profite pour saluer la présence de notre ami Ammar Azzouz, qui est lui-même musicien, compositeur. Voilà. Alors, donc tout ça pour dire que on va peut-être plus parler de sa musique. Dans les années 90, surtout vers la fin des années 90, il va former un groupe auquel participera son frère, hein, Youssef Boukella, qui est le fondateur de l'Orchestre National de Barbès, parce que chez les Boukella, ils sont tous artistes, hein. Tous les frères, tous les garçons ont une... Tahar écrit des livres, Jamal est cinéaste, un peu très grand cinéphile. Tous mal tourné. Ils ont tous mal tourné, oui. Oui, selon Christine Ongo, tiens, ça me rappelle que... ils ont tous eu un plan B, comme ça qu'elle appelait. Donc voilà, alors il va faire des titres, il va commencer à être connu à la fin des années 90, notamment avec un album où il y avait une chanson qui a fait vraiment qui s'appelle Bandit, et puis après il va accumuler les succès à notre grand plaisir, parce que c'est vraiment un artiste de grande valeur, un artiste atypique, complètement atypique. Il a des styles très différents, du rock, du blues, il est attaché aux ballades celtiques, enfin vraiment il n'hésite pas du tout, du gnawa, du shabi, il est vraiment très éclectique, mais dans tout ça il est arrivé à donner à ce mixage, si j'ose dire, une personnalité. Il a une voix particulière, vous allez vous en rendre compte tout à l'heure, qui est rock, très chaude, etc. Voilà. Donc il chante dans les trois langues, hein, en kabyle, en arabe algérois essentiellement, et en français.
et parfois il mélange tout ça dans une même phrase, ce qui n'est pas plus mal. Et il va faire donc un certain nombre d'albums, et à un moment donné, il va faire surprise qui sort complètement de sa démarche. Il va faire un album qui s'appelle Islan et Bahrien. C'est des chants marins, des chants de marins kabyles. Des chants de marins kabyles, une production très particulière, mais qui est très très intéressante. Ça nous rappelle quand même qu'on a aussi une tradition marine, etc., qu'on a tendance à oublier parce qu'on identifie la Kabylie à la montagne uniquement, etc. Et là alors qu'il y a toute une histoire autour de la mer et des marins. Oui, avec un travail formidable fait avec Amzian Kzar, qui est un ami de la CB, qu'on a reçu encore récemment, qui est lui aussi un auteur de très grande qualité. Alors là, il nous vient, Hussein vient avec cet album qui s'appelle L'Odyssée de Foulaï, qui est 16 titres de chants berbères antiques. Voilà. Alors, on va en parler, hein, on va en parler, mais peut-être que tu voulais déjà faire un chant ou commencer déjà à en parler. Je voulais en parler un peu. D'accord. Mais en présentant le début du. D'accord. Parce que l'Odyssée de Foulaï. L'Odyssée de Foulaï, en fait, c'est un travail qui a été aussi fait avec Amzian Kzar. Oui. Il a travaillé sur des textes qui parlent de l'Antiquité berbère, qui parlent de divinités anciennes, et en reliant un peu la culture kabyle avec la culture méditerranéenne commune à nous tous, quoi, de la Méditerranée. Il travaille beaucoup, lui, sur ce thème de la Méditerranée. Et donc, au départ, le but, c'était de faire un album, un peu comme les chants marins, un album de 16 titres comme ça, de chants qu'on a appelés chants berbères antiques. Mais moi je me suis dit, il faut quand même, il ne faut pas sortir juste un album, un énième album comme ça, qui peut passer inaperçu. Je me suis dit, il faut trouver une astuce pour que ce soit un peu différent. Donc j'ai écrit un conte qui parle de l'Antiquité berbère, tout ça, mais bon, c'est une fiction, hein, donc j'ai aucune prétention scientifique ou historique, tout ça, à la limite... On peut en dire plus, c'est l'histoire d'un sculpteur, c'est voilà, ça? C'est l'histoire d'un sculpteur. Et il y en a beaucoup en Kabylie. Voilà. Et il lui arrive tout un tas d'aventures. Le conte est dit en français, et il est ponctué par des chants en kabyle. Voilà. Donc ça fait, donc c'est une pièce de théâtre qu'on a jouée, qu'on a montée au théâtre d'Ivry Antoine Vitesse. On a fait, qu'on a joué là-bas plusieurs fois et qu'on a fait tourner un petit peu. Dernièrement, là, on l'a joué même à Blanc-Ménil et à Lille. Donc ce que je voulais faire pour commencer cette soirée, c'est de vous donner juste le début du conte. Alors, je vais lâcher le micro. Bien sûr, bien sûr. L'histoire, en fait, l'histoire que je raconte est ancienne. Elle est très, très ancienne. Elle date du temps où la Terre était encore plate, comme une galette, posée sur un océan infini, que le soleil traversait tous les soirs pour aller éclairer le royaume des morts. Et il en profitait pour prendre son bain quotidien en faisant bouillonner la mer et en envoyant des jets de vapeur qui montaient jusqu'au 7e ciel. Cette histoire se passe en Berbérie, le pays des hommes libres. Imaginez les Berbères. À l'époque, c'était le seul pays où on mangeait le couscous. Le seul pays où on portait le burnous. En Berbérie, les rois étaient enterrés sous d'immenses pyramides, mais pas des pyramides à base carrée comme en Égypte. Non. Des pyramides à base ronde. C'est comme des gros tadjins posés dans la nature. La Berbérie
c'est aussi le pays des esprits. Les fées, les anges gardiens, toutes ces créatures célestes qu'on ne voit pas toujours, mais qu'on entend parfois. Par exemple, quand on parle tout seul, on se pose des questions et on entend une réponse. C'est le génie. Parce que chacun de nous, chaque femme, chaque enfant, chaque homme, a son génie particulier, qui le suit partout, qui le guide, qui le conseille, qui lui parle, qui lui répond quand il se pose des questions. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et qui pensent que les génies ne viennent pas du ciel de la Berbérie. Et pourtant, quelle est l'origine de ce mot, génie? Dans la langue berbère, le ciel, qui est la demeure des génies, le ciel se dit Igenni. Et c'est ce mot Igenni qui a donné ingenium, puis génie. Igenni, génie. C'est irréfutable. Le génie, c'est berbère. Et on a partout des génies. Il y a le génie des arbres, des rivières, des montagnes, génie des escargots, des fleurs, génie des poissons, des oiseaux, génie de la grotte, génie de la maison. Même ce petit théâtre, là, il a son génie. Ça va aller, ton génie. Tout a un génie. Cette caméra, elle a son génie. Cette table a son génie. Même un table comme ça, il a son génie. Un génie qui l'entretient, qui prend soin de lui, qui le bichonne. Et vous savez comment on bichonne un table? On lui tape dessus. Et plus on tape, plus il est content. Je sais là, là, tu vas faire peur. On se mettra attention. Voilà, c'est le début du conte. Et donc, c'est l'histoire de Fouley. Et qui c'est Fouley? Fouley, c'est un artiste. Un artiste extraordinaire. C'est un sculpteur qui est tellement doué qu'il se retrouve donc sculpteur à la cour du roi, qui devient même sculpteur chez les dieux, qui devient l'amant de la déesse de l'amour, la déesse Unissa. Mais bon, c'est un homme, donc il garde des contacts sur Terre, il a une maîtresse sur Terre. Unissa s'en rend compte, elle le chasse jusqu'en enfer. Il arrive à s'enfuir de l'enfer, mais il tombe entre les mains du dieu Hergel et de Anzar. Et finalement, c'est le soleil qui va le libérer, qui va faire qu'il retourne à sa vie d'être humain, qui va faire qu'il va retourner parmi nous. Voilà. Et Fouley, en fait, j'ai pris ce nom Fouley parce que c'est un petit clin d'œil aussi à Apuley. Fouley, ouais. Donc l'histoire aussi, elle est un peu inspirée de Landor, des Métamorphoses. Et c'est la même façon de raconter. Il y a plein d'épisodes qui sont un peu des détournements d'épisodes de Landor.
Donc voilà en gros de quoi il s'agit. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez travaillé? C'est-à-dire qu'il y a 16 titres. Les musiques, elles proviennent, c'est des compositions, c'est des choses qui ont été inspirées du patrimoine. Pareil pour les textes. Alors, c'est-à-dire les textes, c'est des textes qui sont écrits par Hamzian Gzal. Et en fait, les textes ont été écrits sur la base rythmique de mélodies de chants traditionnels actuels. Parce que, en fait, on est parti d'une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. On s'est dit peut-être que les chansons qu'on a chantées depuis la nuit des temps, ça doit être à peu près les mêmes mélodies, mais seulement les textes changent en fonction de la religion du moment, en fonction de... On s'est dit que peut-être les mélodies qu'on entend aujourd'hui dans les zawiyas, peut-être que c'est les mêmes mélodies qui ont servi avec des textes plus anciens à l'époque du christianisme, à l'époque... Donc en fait, on s'est inspiré beaucoup des mélodies des chants religieux d'aujourd'hui. Comme par exemple la chanson que je viens de chanter, là, c'est vraiment un chant religieux qui existe encore. Il y a juste deux titres qui sont des compositions. Sinon, les 12 morceaux chantés, c'est-à-dire en fait, il y a juste le Atina et Tamaran Tefsout. Les musiques sont des compos, sinon tout le reste c'est des traditionnels. Puis il y a des titres qui sont très modernes, enfin qui partent de l'éclairage qu'on a aujourd'hui, par exemple la route de Siwa, la vallée de Siwa. Oui. C'est l'oasis de Siwa qui est la frontière berbérophone de... Voilà. Celui-là par exemple, la musique elle est très traditionnelle, c'est juste l'arrangement qui est un peu... qui donne un peu l'aspect moderne, il y a des accords, enfin il y a des accords un peu qui rappellent... l'Amérique du Sud un petit peu comme ça, tu vois, mais sinon c'est vraiment une mélodie très très traditionnelle. Alors, et c'était quoi le but? C'était vraiment de raconter une histoire, bien sûr, mais aussi de revenir, de réhabiliter quelque chose qui était à la lumière de ce que tu as emmagasiné comme expérience en musique, etc., de mixer tout ça. Le but, en fait, le but premier, c'est de travailler un petit peu sur la profondeur historique de notre pays. En fait. C'est-à-dire, c'est de montrer un petit peu que notre histoire, elle est très très ancienne. Notre histoire, elle est commune avec beaucoup de pays de Méditerranée. Notre histoire... c'est-à-dire, elle vient vraiment elle est très profonde, elle ne s'arrête pas juste à une seule religion ou là, une seule, tu vois, c'est cette idée d'abord qui nous a guidés. Tu vois, c'est de montrer vraiment la profondeur historique. Et Hamzian Gzal a travaillé beaucoup, par exemple, sur les traces qui restent dans la langue, les traces des divinités anciennes, etc. Par exemple, quand on prend un mot comme Afdis, en fait c'est un mot qui vient de Héphaïstos, qui est le dieu de la forge. Donc il y a plein de choses comme ça. Tu vois. Alors, je voudrais qu'on parle un peu plus de toi, peut-être. Hein, ce besoin de revenir, parce que tu as commencé à chanter... tes premières chansons sont plutôt en arabe, hein, les premières, les plus connues en tout cas. Puis progressivement, tu vas revenir jusqu'à faire des albums entiers en kabyle, quoi. Est-ce que c'est une démarche réfléchie ou c'est des moments précis qui font que, des motivations conjoncturelles qui font que, etc. Ou c'est inscrit dans ta démarche enfin, est-ce que tu peux en parler, quoi? Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, moi, je suis né à Alger, j'ai grandi à Alger, donc ma langue spontanée comme ça, c'est l'arabe d'Alger. Hein? Et le français, bien sûr, parce que j'ai fait mes études en français. Le kabyle, ça fait très longtemps, je ne le parlais pas
Jusqu'à aujourd'hui, je ne le parle pas vraiment à 100%, couramment. Mais je voulais chanter en kabyle. Alors, petit à petit, en fait, c'est une langue que j'ai appris. Même ici à l'ACB, dans les années 85, tout ça, je prenais des cours ici de kabyle. J'étais inscrit, et petit à petit, c'est-à-dire j'ai maîtrisé de mieux en mieux le kabyle, jusqu'à un moment où je me sentais vraiment capable de chanter n'importe quoi en kabyle, y compris des chants traditionnels, tu vois. Et donc c'est une sorte de... C'est quelque chose que je voulais faire depuis toujours, mais c'est comme par exemple quand on veut chanter en anglais, bon, il faut apprendre l'anglais. C'est pareil. Alors, je voudrais qu'on parle davantage de tes influences. J'ai retrouvé j'ai lu plein de choses sur toi, le mot de berbère, de Gourbi Rock. Oui. De Gourbi Rock, c'est quoi le Gourbi Rock? C'est-à-dire c'est un mot, en fait, parce qu'il y a toujours eu un problème avec les journalistes, ils n'arrivent pas à classer la musique que je fais. Ils n'arrivent pas à trouver comme ça une classification. Donc c'est un journaliste, c'est Aziz Smati d'ailleurs, qui a inventé ce terme de Gourbi Rock. Et moi je trouve que c'est une bonne définition, parce que le Gourbi c'est typiquement maghrébin. Et les Gourbis n'existent que chez nous. Hein. Et en même temps c'est une habitation qui est fabriquée avec un peu tous les matériaux qu'on peut trouver, du bois, d'un pneu, des pierres, n'importe quoi, mais ça fait un abri de fortune. Mais c'est aussi une maison, c'est-à-dire le Gourbi, c'est aussi, ça abrite une famille, ça abrite des gens qui s'aiment, ça abrite des vies, quoi. Donc c'est pareil, c'est vrai que ma musique, en fait, elle est faite de matériel de récupération, mais c'est quand même de la musique. Oui, alors j'ai lu que tu écoutais Cheikh Hamada, oui. Et tu te disais que si on mettait derrière une guitare électrique, ça donnerait des Rolling Stones, c'est ça? Oui, c'est-à-dire j'écoutais beaucoup de chanteurs traditionnels comme ça, effectivement comme Hamada, et à l'époque j'écoutais aussi beaucoup les Rolling Stones, et pour moi c'était la même musique qu'ils faisaient, pour moi c'était vraiment juste les instruments qui n'étaient pas pareils, mais sinon... C'est la même énergie, c'est la même... Et effectivement, c'est-à-dire je me disais, voilà, ça vaut le coup de mettre une guitare sur la voix de Hamada, sur cette façon sur le Melhoun. C'est ce que j'ai fait un petit peu dans le premier album avec Benat el-Looks, avec des chansons comme ça, quoi. Et alors tes références, elles sont diverses, du rock, du blues, du shabi, les ballades de style celtique, voilà tout ça. Comment ça se brasse, comment ça se... En fait, moi j'écoute beaucoup de musique, j'écoute vraiment un peu de tout, ça va du classique jusqu'au traditionnel, j'écoute le blues, bon, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui m'a formé musicalement, c'est surtout la musique, le rock des années 70. C'est-à-dire toute cette musique là où il y avait les Stones, les Beatles, Procol Harum, Jethro Tull. C'est une période vraiment foisonnante. Et c'est une période où je sentais vraiment que c'était des gens qui faisaient les choses librement. Ils avaient une liberté totale de faire leur musique comme ils sentaient. C'est-à-dire, il n'y a pas... Il peut y avoir une guitare électrique et puis un violon à côté, un violoncelle. Et tous les mélanges étaient possibles, il n'y avait pas de règles. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, justement cette liberté. Et donc comme j'écoute beaucoup de musique, à chaque fois j'ai des émotions comme ça en écoutant des musiques. Et c'est cette émotion que je ressens, que j'ai envie de faire partager après. C'est pour ça que je pense que à chaque fois que j'écoute un truc dans un style, par exemple quand j'écoute les premières fois que j'ai écouté du Celtic, Alan Stivell et tout ça, je trouvais que ça ressemblait beaucoup déjà à la musique, à notre musique. Et c'est-à-dire vraiment le sentiment,
l'émotion que j'ai eue en l'écoutant, je me suis dit, il faut absolument faire un disque où on mélange un peu la musique berbère et la musique celtique. C'est pour ça que j'ai travaillé à l'époque avec Talveg et tout ça. Voilà, et pareil, par exemple, pour les chants marins, j'ai beaucoup écouté les chants marins français, anglais, tout ça. C'est un disque que j'ai acheté à Alger, d'ailleurs, quand j'étais au lycée. C'est vraiment un disque que... C'était juste un seul gars qui chantait, une voix qui chantait, et c'était vraiment très très... c'est un disque qui m'a accompagné pendant de très très longtemps. Hein. Et donc voilà, et en faisant les chants marins, je voulais transmettre un peu cette émotion que j'ai ressentie moi-même en écoutant Stan Udil. Voilà. Et on voit aussi que tu reviens, enfin que tu inclus les musiques traditionnelles par l'inclusion d'un certain nombre d'instruments comme le tambour, enfin tu utilises quand même des instruments voilà. Traditionnels, Ouais. Qu'on dit traditionnels, mais bon, finalement c'est les instruments les plus modernes, puisque c'est ceux qui ne se démonteront jamais en fait. Parce que si on prenait par exemple des instruments comme le synthétiseur des années 80, aujourd'hui on écoute ça, ça a l'air ridicule. Mais on écoute un tobel, même dans 100 ans ça va toujours être un tobel. Donc il y a une sorte de vérité comme ça dans les instruments traditionnels, qui, enfin vérité c'est un grand mot, disons, c'est pas... Une pérennité en tout cas. Voilà, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et alors, j'ai lu aussi que, je ne sais pas, un journaliste dit que tu consignes une espèce d'émotion urbaine. C'est dans un article de Jeune Africain, pour te donner la référence. Et c'est vrai que quand on entend le bandit, etc., c'est vraiment le spleen algérois, hein, si je peux utiliser ce terme. C'est le spleen algérois, etc. Mais je m'aperçois qu'en voyant un peu ton parcours, que finalement aujourd'hui, tu auras vécu plus à Paris qu'à Alger, que tu as quitté en 1985. Si on fait les comptes, tu es né en 57, tu pars en 85, on est en 2007, donc tu as plus vécu... 2000, pardon. Oui, alors tu as vécu davantage à Paris qu'à Alger, enfin bien que tu vis entre les deux, hein, je veux dire, tu travailles beaucoup en Algérie, mais paradoxalement c'est ta période parisienne qui t'a permis de fructifier toute ton expérience algéroise, etc. Et tout ce qu'on entend là, tu l'as fait ici. Oui, tout a été fait ici, mais disons que l'essentiel a été fait là-bas, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et tout ça. Après, en fait, tout tourne autour de cette période-là, je pense, hein, c'est-à-dire après les thèmes, les mélodies, les rythmes, finalement tout vient de là-bas. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire, je dois dire aussi que moi j'ai jamais pensé que je deviendrais un chanteur professionnel, un musicien professionnel, c'est-à-dire c'était vraiment... Ah oui, ça c'est intéressant, alors raconte-nous un peu comment... C'est-à-dire moi je suis venu ici pour faire des études, j'étais biologiste, et la biologie me passionnait, hein, et me passionne toujours, c'est-à-dire... Et moi, ma route était tracée. Je voulais faire biologie et retourner là-bas, travailler à la fac, normalement. À la fac. Bon, mais après, c'est-à-dire, en fait, tout le monde, enfin, je pense que beaucoup de gens sont pareils. Hein, on est toujours entraînés comme ça par l'histoire. On ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Mais bon, tant pis, et puis tant mieux aussi, des fois. Et si tu veux, la musique et le dessin, bon, j'ai toujours fait ça comme ça à côté. C'est plus par passion. Et j'écrivais des chansons, je faisais des maquettes, mais c'était j'essayais de trouver des groupes ou des chanteurs qui chanteraient ça. J'ai fait des maquettes à Jamal Allam, à Khaled, à Cheb Mami, plein de musiciens comme ça. Je leur ai envoyé
Bon, mais si tu veux, personne ne voulait chanter les chansons, donc finalement, je me suis dit pourquoi pas les chanter moi-même. C'est parti comme ça, mais c'était vraiment sans aucun but précis. Et après, quand ça commençait à marcher, bon, voilà, il fallait enregistrer un deuxième album, un troisième, et puis... Et c'est parti. Oui. Alors, si tu as envie d'en parler, là, il y a eu un moment où tu t'es retrouvé sans papier. Ouais. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes comment tu es arrivé à retrouver des papiers, parce que c'est lié à la musique, je crois, ou au dessin. C'est lié au dessin. C'est lié au dessin, absolument. Ouais, à une époque... Parce que tu n'as pas renouvelé tes papiers d'étudiant, etc. À un moment donné... c'est ça. Il y a eu une période où j'étais un peu coincé, parce que bon, il y avait deux problèmes. C'est-à-dire, en fait, en Algérie, si tu veux, moi j'étais à Babzoua. Et à l'université Babzoua, ouais, je suis parti en 85, je suis venu faire ici des études. Mais j'avais des problèmes avec l'administration de Babzoua, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de diplôme universitaire algérien. C'est-à-dire, mon inscription à la fac de Babzoua, maintenant, je ne sais pas si elle a été mise en doute à l'époque. Donc, je suis venu ici. Et pour m'inscrire à la fac, il a fallu que je demande à tous les profs qui m'ont fait de Babzoua, tu vois, ils m'ont tous chacun donné une attestation précisant que j'ai fait son module et je me suis inscrit à la fac ici avec un dossier, c'était un classeur énorme comme ça. Voilà. Enfin, pour dire qu'après, à un moment, ici, on n'a pas renouvelé les papiers. En même temps, je ne pouvais pas repartir. J'étais coincé un petit peu. Et c'est une période où je faisais beaucoup de dessins, d'expositions de dessins, comme ça. Même à l'époque, je crois, une affiche du festival de cinéma à Lyon, où tu étais, je crois, là. Donc j'arrivais à me débrouiller un petit peu en dessin. Et ça a duré quelques temps. Et un jour, j'ai fait une exposition où il y avait le ministre de la Justice de l'époque, qui était Jacques Toubon, qui est venu visiter l'expo. Et les dessins lui plaisaient beaucoup, il a acheté quelques tableaux et tout ça. Bon, moi j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit, écoutez, vous êtes ministre de la Justice et moi je suis un sans-papier. Enfin voilà, vous voyez bien, je travaille, je pose aucun problème, etc. Je fais des expos et tout ça. Ben, ça l'a intéressé, donc et c'est comme ça que j'ai été régularisé, c'est vrai. Donc il m'a demandé de faire un dossier, tout ça, et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Alors il y a une expérience qui a été assez importante dans ta vie, en tout cas ici, c'est celle de l'usine. L'usine, oui. C'est quoi l'usine? C'est quoi? Raconte-nous un peu ce que c'est l'usine. L'usine, c'est un peu à la même période à peu près. Hein. Bon, il y avait en Algérie, il y avait la guerre civile. Il y avait plein d'artistes algériens qui arrivaient en France. Et donc, nous, moi et mon frère Youssef, on était à Arcueil. On avait un petit lieu comme ça, où on a monté un studio de répétition et un studio d'enregistrement. Et tous les gens qui arrivaient d'Algérie, en fait, ils venaient là-bas. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un lieu de rencontre de tous les musiciens, et un lieu de production aussi. Les gens venaient enregistrer leurs albums, ils venaient répéter. C'est devenu même un lieu où on donnait un petit peu des petits concerts. Et c'est dans ce lieu qu'il y a eu la création
Gada Diwan de Béchar, de l'ONB, il y avait à l'époque Karim Ziad qui venait aussi, Mazir. C'est vraiment une ruche, c'était une ruche. Et c'est arrivé jusqu'à... Dans les pics, vraiment, on était peut-être une centaine comme ça d'artistes qui fréquentions le lieu. Et donc on s'est structuré très vite en association qu'on a appelée l'usine, l'association l'usine, parce que bon, c'est un petit clin d'œil aux immigrés en général, puisque nous aussi on était des immigrés, on travaillait à l'usine, bon, on produit des choses un peu inutiles, hein, c'est que des chansons, que de la musique, mais bon, c'est quand même un travail. Et voilà, c'est parti comme ça, hein, et ça a duré quand même 10 ans, l'usine. Ça a duré 10 ans, Et là, il y a eu une synergie entre les styles, les genres, etc. Puisqu'il y avait des... C'est ça, je crois que le fait d'avoir un lieu où on se rencontrait, où on pouvait parler de notre projet et tout ça. Il y avait beaucoup de gens, par exemple, qui étaient sans papier. Eh ben, ils venaient à l'usine, ils logeaient pratiquement là-bas. Hein, il y avait tout un étage où c'était un dortoir à une époque. Tu vois. Et en même temps, ça permet de régler petit à petit leurs problèmes de papier. Ça a permis de professionnaliser aussi les gens. Et donc c'est un outil en fait qui nous a permis de monter nos projets personnels, pas uniquement dans la musique d'ailleurs, puisque il y avait quelques photographes, il y avait des peintres aussi, il y avait des sites internet, par exemple Planète Désert. Mais c'était une période où je pense que, c'est-à-dire, bon, comme il y avait plein de problèmes, il était nécessaire de se regrouper un petit peu comme ça. C'est-à-dire, on n'y réfléchissait pas beaucoup, mais bon, on sentait qu'il fallait créer il fallait faire jouer la solidarité entre les gens, etc. Et d'ailleurs, après petit à petit, quand c'est devenu, ça s'est professionnalisé, après chacun est parti de son côté. Hein. Alors tu racontes aussi quelque part que vous aviez formé un groupe, vous jouiez de temps en temps dans des cafés, etc. Mais vous viviez en faisant de la peinture, dans les chantiers, etc. Et que la voiture du bassiste servait plus à transporter le matériel pour le chantier que... Je pense que tous les groupes, ils ont vécu ça, hein, c'est vrai. Bon, on avait un groupe, c'était avant Sidi Bémol, c'est un groupe qui n'avait pas de nom, mais on faisait, c'était plus, on jouait bon, vraiment un peu partout. Et on était 5, il y avait Kamasou, mais c'est vrai qu'à un moment on s'est dit, on était comme ça, on était ensemble et on s'est dit, mais finalement on fait beaucoup plus de chantiers que de concerts en fait. Et c'est vrai que en fait, on rénovait des appartements, on faisait de la peinture, on faisait du transport, on faisait même des métiers que j'aurais jamais imaginé qu'ils existent. Hein. Par exemple, compter des voitures sur une autoroute. Ouais, j'ai fait ça pendant un moment, franchement, c'est étonnant. Et voilà, mais bon, c'est ça, hein, c'est quand on commence des aventures comme ça, à mon avis, tout le monde a vécu ça. Alors, on va revenir un peu à la musique. Tu as l'art de travailler avec des gens très intéressants. Par exemple, tu as travaillé avec Sass pour un certain nombre de... Sass qui est cet excellent journaliste qui est plus magnifique. Sur quelle base vous êtes rencontrés, comment tu as pensé à lui, quoi? Sass, en fait, j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait déjà dans le journal. C'était Algérie Actualité. Mais après, je crois qu'il travaillait dans le matin. Oui. Ses chroniques dans le matin. Vraiment, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et je ne le connaissais pas personnellement, mais justement, il était venu à l'usine. À une époque, il était venu en France
Il est resté quelques années, je crois pas beaucoup, hein, mais il est resté un petit peu, et il venait souvent à l'usine. Et c'est là que je l'ai rencontré, et en fait on commençait à parler un petit peu de tout et de rien. Je me suis rendu compte que c'est vraiment un grand mélomane en fait. Il connaît vraiment la musique, aussi bien la musique algérienne que la musique... Et puis on s'est mis comme ça à écrire des petits bouts de chansons. Et un jour on s'est dit, vraiment ça vaut le coup de faire un album. Et c'est avec lui que j'ai écrit Gourbi Rock, l'album Gourbi Rock justement. Pour cet album, lui, il était venu, à l'époque il écrivait, il finissait son livre là au refuge des balles perdues. Et il était en train de finir, il était du côté de Figeac. Et il avait eu une résidence d'écriture. Voilà, d'écriture pour finir son album. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, moi j'ai fini mon livre, il me reste encore, je peux rester encore un mois ici, si tu veux, on finit les chansons de l'album. Et on les a terminées là-bas. Alors, moi je voudrais revenir un peu sur la musique kabyle. Alors, quels sont les chanteurs, les courants de la musique kabyle qui t'ont le plus influencé ou intéressé en tout cas? Bah, d'abord Jamal Allam et Idir. C'est vraiment parce que bon, c'est par eux que j'ai compris qu'on pouvait faire une musique vraiment très ouverte, très... parce que c'est vrai que enfin, moi je pensais comme ça que c'était un peu... La musique elle était un peu trop enfermée dans ses thèmes, dans ses mélodies, mais en écoutant Jamal Allam, en écoutant Idir, c'est vraiment ça change tout, quoi. J'ai compris justement l'universalité de la musique traditionnelle kabyle, de la musique et des instruments aussi kabyles et algériens. Ensuite, après, il y a toute la musique traditionnelle, par exemple Melhoun. Le Chabi, j'aime pas trop parce que c'est un peu trop... les textes, je les trouve un peu trop machistes, un peu trop... il y a une ambiance dans le Chabi que je trouve un peu rétrograde, tu vois, mais qui n'existe pas dans le Melhoun, par exemple. C'est beaucoup plus ouvert. Voilà, après, j'écoutais vraiment un peu de tout. Bah, tu m'as devancé parce que je voulais vraiment te demander si tu faisais partie de ces gens qui couraient le mariage où chantaient l'Anqal, Alger, etc. Zahi, pas du tout, non. Non. Ça y est, moi j'aimais bien Zahi, par exemple, j'aimais bien. Bon, je courais pas les mariages pour aller l'écouter, parce qu'on avait les cassettes. Hein. Ah oui, il y avait les cassettes. Mais Zahi, parce que il m'impressionnait beaucoup, parce qu'il improvisait. Vraiment, c'est comme un jazzman, il improvise comme ça. D'ailleurs, il déroute même son orchestre quand il joue des fois. Ah ouais. Ils ont du mal à suivre, ils ne savent pas où il va, tu vois. Et bon, après, j'aime bien aussi Melezak, par exemple, Haj Melezak. Mais celui que je préfère dans le Chabi, ça reste quand même le Hasnaoui, pareil. Le Hasnaoui, vraiment, dans la musique Chabi, franchement, il est beaucoup plus émouvant que tous les autres. Et Mahtoub, qui est un chanteur Chabi, qui a un rythme Chabi indéniable. Mahtoub, mine de rien, c'est l'un des rares qui a composé dans la musique Chabi, depuis Hasnaoui, depuis les géants. C'est-à-dire après, c'est vraiment Mahtoub qui a composé des choses nouvelles dans le style Chabi.
Alors, il y a aussi cette période que tu as peut-être un peu connue, c'est celle où on faisait de la musique rock occidentale en Algérie. C'est celle de tous ces orchestres-là qui étaient un peu mal vus quand même, qui n'étaient pas... Dans les hôtels et tout ça. Oui, dans les hôtels, à la foire d'Alger, etc. Ouais, les Algiers, les je sais pas quoi, etc. Les Freedoms. Les Freedoms, les Turkish Blend, voilà. Tu as connu cette période? Bien sûr, bien sûr. Alors ça se passait comment Ah bah ça y est, pour nous c'était des... parce que bon, on écoutait, comme je te disais tout à l'heure, on écoutait la musique rock, les Stones et tout ça, la musique qui venait de l'Occident. Pour nous, c'était quelque chose vraiment de... Enfin, pour moi, c'était le signe de la liberté, quoi. C'était vraiment le... Et justement, il y avait les Freedoms, les Algiers et tout ça, qui jouaient dans des hôtels à Zeralda, Sidi Moretti, tout ça. Et moi, j'allais les voir, mais bon, on rentrait pas dans les complexes. D'abord, c'était trop cher, il fallait être accompagné. Mais par contre, on pouvait écouter de l'extérieur, comme c'est en plein air. Et parfois même, il y avait il y a des dunes où on pouvait regarder la scène, on pouvait profiter un peu du spectacle. Bah, après, il y a les gendarmes qui viennent nous chasser. Mais on y allait pour écouter, c'est vrai, parce que et pour nous, c'était impressionnant d'écouter comme ça une chanson, par exemple, des Beatles, d'écouter des Algériens qui jouent de cette musique, vraiment... Enfin, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais on avait l'impression que c'était vraiment... ils faisaient exactement pareil que les Beatles, à la note près et tout ça. Tu vois, bon, c'était quelque chose, ouais. C'est vrai. Ça nous impressionnait en tout cas beaucoup. Et après, il y a des musiciens qui sortaient du lot, qui devenaient vraiment des légendes. Hein. À l'époque, par exemple, Al Barodi, qui faisait du rock avec le Wali, qui était chanteur. Le Wali, on allait les voir, franchement, c'était... Rachid Bahri, bien sûr. Rachid Bahri, tout ça. Pour nous, c'était des légendes. C'est-à-dire, on leur demandait des autographes aux gars à l'époque. Alors, peut-être qu'on va donner un peu là. Il y a des gens qui voudraient sûrement te poser des questions ou faire des commentaires sur. Barek, s'il te plaît. Oui, merci. Merci à Asté, merci à Sidi Bémol. Alors, je ne sais pas trop comment vous appeler aujourd'hui. Si c'est Sidi Bémol ou... Merci parce que c'était passionnant. Les questions là, c'est toujours pareil. Mais la façon dont vous avez répondu, il y a des termes qui me sont... Vous avez parlé de deux choses importantes. Concernant la musique, vous avez dit j'aime la musique ouverte. Vous avez parlé d'universalité de la musique. Et après, vous posez la question en disant vous avez un style un peu atypique, mais je crois que vous-même, en qualité de personne, vous êtes atypique. Vous avez une multitude de facettes de talents que je découvre personnellement. Je n'ai malheureusement pas vu l'unité de Fulet qui est passé dans ma ville. Je ne pouvais pas. Mais là, je vais acheter le CD parce que j'ai vraiment... Il est là, je le signale, il va le signer d'ailleurs. Absolument. Donc, et ce qui m'intéressait... S'il te plaît, parle dans le micro parce qu'ils sont en train d'enregistrer. Ce qui m'intéressait aussi, c'était par rapport à ce thème précis, vous avez parlé de profondeur. Vous avez dit, je voulais montrer la profondeur historique. Et ma question, c'est de dire, vous avez chanté dans plusieurs langues, et vous avez chanté en kabyle, vous nous avez expliqué pourquoi, hein, vous ne maîtrisiez pas la langue kabyle comme beaucoup comme moi personnellement. Et est-ce que c'est un retour aux sources? Et est-ce que le fait de chanter en kabyle, vous avez nommé Jamel Alam, Idir, c'est surtout concernant Idir que je connais un peu plus que Jamel Alam,
c'est de dire que ce sont des personnes justement qui ont ouvert cette musique kabyle à l'universalité. Voilà. Ah, tout à fait, tout à fait. Franchement, c'est... si vous voulez, avant d'avoir écouté Idir Jamal Allah, on pensait que la musique kabyle, c'était la musique traditionnelle qu'on écoutait dans les mariages, qu'on écoutait... et que c'était tout. Mais une fois qu'on écoute Idir, avec des arrangements de guitare qui sont pas... sont simples, hein, mais il faut les trouver. Et une fois qu'on a écouté ça, on se dit, bah, c'est pas juste quelque chose qui est dans tel coin, non, c'est quelque chose vraiment qui s'adresse à la planète entière. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'universel. C'est là qu'on se rend compte que vraiment l'énormité de ces notes qu'on entend comme ça dans des villages, dans des mariages, etc. Ça change vraiment la perception, complètement la perception de la musique. Et c'est là que moi j'ai fait la connexion avec, par exemple, les artistes bretons, comme Alain Stivell et tout ça, qui travaillaient un peu de la même façon à l'époque. C'est comme ça que j'ai découvert plein de chanteurs, de musiciens français, américains, irlandais, etc., qui ont la même démarche, c'est-à-dire de travailler sur quelque chose de très ancré, de très ancien, très profond, etc., mais de lui donner une sorte d'actualité. Il y a des gens qui disent moderniser, tout ça. J'aime pas trop ce terme moderniser parce que c'est pas... C'est des choses qu'on ne peut pas moderniser. Elles sont modernes de toute façon, par elles-mêmes. Mais peut-être les actualiser avec les sons, les instruments du jour. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une claque quand on écoute Idir Jamal Allah. Il y a un genre de musique, de style musical. Tu prends le micro, s'il te plaît. Tu me prends dedans. Oui, il y a un mélange musical dont vous n'avez pas parlé. C'est un style traditionnel du Rajasthan et qui se mélange très bien. Moi, je fais de la danse, donc moi, ça se mélange très bien, comme aussi avec le mélange kabyle avec celtique. Et personne n'en a parlé, et alors que je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est vrai. On savait que tu allais le faire. Oui, c'est vrai, les rythmes de la musique indienne, musique du Rajasthan, c'est vrai qu'ils sont très proches des rythmes en 6/8 qui existent chez nous. C'est vrai, c'est vraiment très frappant. Et j'ai travaillé avec des musiciens du Rajasthan sur l'album Afia, justement, avec Tabla et tout ça. Et je vais vous raconter comment on les a rencontrés. Franchement, c'est rigolo. Alors j'étais à Alger, dans un hôtel, et je vois des musiciens du Rajasthan en train de chercher sur Internet la chanson Janitou. Ils ne la trouvaient pas. Vous ne connaissez pas, c'est des jeunes. Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je la connais par cœur, ne vous inquiétez pas. Je leur ai chanté tout ça, paroles et musique. En fait, parce qu'ils devaient faire un concert. Et les gens, enfin, ils avaient déjà joué la veille, et les gens leur demandaient Janitou. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était Janitou. Et donc, ils devaient jouer aussi le lendemain. Et ils cherchaient sur Internet cette Janitou, là. Qu'on connaissait bien dans les Et donc, après, on a fait sur scène on a fait un bœuf, quoi. Hein, c'est-à-dire, nous, on jouait aussi le même soir, et à la fin du concert, tous les musiciens sont venus sur scène, on a joué comme ça, on a improvisé. Mais du coup, c'était vraiment tellement bien que je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse un album. Et comme ils sont en France 6 mois par an, ils sont du côté de Tours, on a été là-bas pour les enregistrer. Et c'est vrai que c'est très proche, mais eux aussi, d'ailleurs, ils trouvent que c'est très... le groupe là dont je parle, donc c'est les Doha du Rajasthan, dans leurs albums, ils écoutent beaucoup de musique algérienne pour composer des nouvelles chansons, etc.
Alors d'autres... Oui. Bon, bonsoir, Hamid. Donc moi j'ai trois mélomanes que chanteur à évoquer. C'est les Abranis, période rock aussi, qu'il ne faudrait peut-être pas oublier. Parle un peu dans le micro. D'accord. Question d'universalité de la musique, je crois que aussi tu l'as cité, Cheikh El-Hasnaoui. C'est quand même pas mal. Et puis par rapport à l'Odyssée du Soleil aussi, Taous Amrouche, est-ce qu'elle a eu une influence? Parce qu'il m'a semblé avoir, c'est du traditionnel. Donc voilà. Merci. Ah, les Abranis, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il fait partie aussi des gens que... D'ailleurs, je crois que tu as fait un album avec Karim, non? Non, on a fait une chanson. Une chanson avec Karim. Sur l'album Paris Alger Bouzgan, je lui ai demandé de venir chanter Boujar Lillo. Après lui, quand il a fait un album, il m'a demandé aussi de venir chanter un de ses titres aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est vrai que Abranis, c'est quelque chose... 70. Ouais, les années 70. Ils avaient même eu ils ont eu un prix, je crois, de musique africaine en fait. C'était le premier. C'était un peu les précurseurs du rock international, hein, enfin africain. Ouais. Après, bon, Hasnaoui, bien sûr, Hasnaoui, c'est le monument. Et Taous Amrouche, c'est un peu spécial parce qu'elle elle a travaillé sur les chants traditionnels, mais elle a voulu les introduire un peu dans la musique classique. Oui, c'est du chant lyrique. Oui. Du chant lyrique. Elle a voulu leur donner une dimension vraiment comme ça universelle, mais dans la musique classique. C'est la même démarche que... Mais c'est exactement la même impression que j'ai eue en écoutant cet album. Hein. Ah oui, il y a quelque chose qui ressemble au chant lyrique. Hein. Il y a une, je ne sais pas si tu l'as recherché, oui, mais ça devient du chant lyrique, quoi, je veux dire. C'est ça, c'est le chant a cappella, de toute façon, quand tu le vois comme ça, c'est sûr. Mais si tu veux, il faut... elle a quand même une formation de musicienne lyrique. Voilà. Mais je pense que si elle avait fait du rock ou du blues, elle l'aurait adapté au mode blues. Mais non, mais ça fait partie aussi des jalons vraiment importants dans le fait de faire connaître notre musique. Et puis d'échanger aussi. Parce que c'est vraiment des... Là, quand on dit faire connaître, mais en vérité, c'est pour susciter l'échange entre les cultures, c'est ça qui est important, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres... Vas-y. Oui, non, c'est juste comme ça une information. C'est vrai qu'il y a eu Je reviens à l'usine. Il y a eu un documentaire sur l'usine qui avait été fait, qui est pas mal. Qui est justement réalisé par Samia Chara et Sid Ahmed Semian. C'est lui qui avait réalisé aussi. Est-ce qu'il y a d'autres... Non? Si? Bonsoir. Moi, alors déjà, je voulais poser une question par curiosité à travers votre parcours. Si au départ, vous n'avez pas chanté en kabyle, il y avait la carence, on va dire, de la langue, mais est-ce que par la suite, au-delà des influences d'Idir, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une réponse à une demande de la communauté kabyle en France, qui vous aurait peut-être influencé aussi sur des textes en kabyle? Je crois pas, non. Je crois pas. Non, c'était vraiment quelque chose qui était en moi, que je voulais faire depuis longtemps. En fait, c'est-à-dire, en fait, je travaille rarement en fonction d'une demande extérieure. C'est vraiment toujours
des trucs que j'ai comme ça, besoin. un besoin que j'ai en moi. Et je réfléchis rarement comme ça, à ce que veulent les gens, par exemple. C'est-à-dire, c'est toujours juste des choses que j'ai comme ça que... Vous créez, vous mettez à disposition Voilà, votre art et les gens ensuite répondent ou pas. Voilà, j'attends pas grand-chose. C'est vrai. Et dans l'avenir, est-ce que vous pensez que vous allez plus vous accentuer sur le dessin ou le théâtre ou rester sur la musique qui est dominante? Le dessin, j'en fais toujours. J'ai un blog dans lequel je publie mes dessins quand j'en fais. Je participe aussi au site Le Manchar, là, je publie quelques dessins là-dessus aussi. Je travaille aussi de temps en temps avec la radio 213, je fais une chronique sur le dessin de presse en Algérie. Voilà, donc le dessin, oui, je continue. Bon, après, dans les périodes où il y a beaucoup de travail de studio, ou bien quand on a des concerts, j'arrête le temps. Enfin, j'ai plus le temps de faire les deux choses en même temps. Et là, en ce moment, bon, après les projets que j'ai, en fait, pour le prochain album que je vais bientôt commencer à enregistrer, ça va être la suite un peu de Goulbi Rock. Donc ce sera un album uniquement en arabe et rock, juste basse, batterie, guitare, et ça va être pour l'année prochaine. Le théâtre, bon, l'Odyssée de Foulaye, pour l'instant on a fini un petit peu les dates qu'on avait planifiées. J'aimerais bien trouver un théâtre pour le jouer régulièrement comme ça dans Paris, je sais pas. On le souhaite aussi. Parce que je trouve que c'est un beau projet quand même. Voilà, après il y a aussi on fait aussi les chants marins. Ça c'est un spectacle qu'on a joué l'année dernière avec Fellag. On va le refaire cette année en été aussi. Voilà un peu l'actualité. Alors, Une dernière chose que chef Sidi Belmol n'a pas dit ce soir, c'est que dans l'Odyssée de Foulaye, vous réunissez les trois passions, le dessin, puisque vous avez illustré l'Odyssée de Foulaye, oui. La musique et le théâtre. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et merci en tout cas. Et la mise en scène, elle est de Ken Hijna, oui. De Ken Hijna, la mise en scène. D'accord. Parce que bon, c'est-à-dire le théâtre, moi c'est la première fois que je fais du théâtre. Et on a travaillé au théâtre d'Ivry, et heureusement parce que vraiment on a bénéficié on avait tout l'équipement du théâtre à notre disposition, avec un gars qui s'occupait vraiment de créer des lumières, des décors et tout ça. On avait quelqu'un qui a créé le décor lui-même, c'est-à-dire la banquette et tout. On avait aussi Ken Hijna pour la mise en scène, pour nous guider, parce que bon, la version au départ, c'était vraiment... Enfin, aujourd'hui, quand je regarde un peu ce que c'était au départ, c'était vraiment n'importe quoi. Heureusement qu'il y a... Mais bon, c'est normal, hein, le théâtre, ça ne s'improvise pas comme ça. En tout cas, j'espère renouveler d'autres expériences plus tard. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Alors, moi, je vais te poser une dernière question, mais c'est vraiment une curiosité très personnelle. Comment tu as vécu la période Rai? Un moment où le Rai vraiment dominait toute la musique, etc. Comment tu l'as vécu, toi? En tant que musicien, Est-ce que ça a permis ça a permis de décompter certaines choses d'autres gens, d'autres personnes qui arrivent ou alors ça a au contraire empêché comment tu l'as vécu ça? Ça dépend de ce que tu appelles la période Rai. En gros, les années 80, début des années 90, quoi, la percée du rail, notamment en France, hein, parce que ça a commencé ici en fait. Hein. Oui, c'est ça. Mais la période de rail,
il y a Raina Rai. Oui. Bon, ça c'est un groupe vraiment que je trouve fabuleux jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le premier disque de Khaled, non, pas le premier, mais le disque qu'il a fait avec Safi Boutella. Oui, qui est vraiment Kouché, qui est, enfin, bon, c'est vraiment un disque magnifique aussi. Après, il y a toute la période des chefs. Surtout, moi je dirais pas la période de Rai, la période des chefs. À une époque, vraiment, il y avait des chefs. Il y en avait, Et bon, ça se ramassait à l'appel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé le groupe Chef Sidi Daoud. Parce que je voulais pas. Oui, par opposition à Chef. Par opposition à Chef, parce que je voulais pas rentrer dans le même. Voilà, je voulais pas être confondu avec ce mouvement. Voilà. Et pour moi, bon, c'est bien, il faut de tout, de toute façon, pour faire un monde, mais pour moi, c'était plus. C'était pas vraiment très très intéressant, musicalement. Oui, c'était un peu pareil tout le temps. D'accord. Et Selma, tu dis rien aujourd'hui? Non, quand même. Hein. Tu croyais que je t'avais pas vu, hein? C'est Meglet qui disait on apprend beaucoup plus en écoutant qu'en parlant. D'accord. Mais tu peux parler quand même. Non, j'étais sur Facebook en train de dire que j'étais ici. Ah oui, bah écoute, c'est très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres... Sinon, Hussein va se faire un plaisir de vous dédicacer cet album et d'autres qui sont là, hein, que vous pouvez acquérir là. Et s'il a envie de nous faire une autre chanson, je ne force pas, mais... Bon, mais vous allez chanter avec moi. D'accord. Les anciens. Hein? Non. Voilà. J'ai besoin du chant. J'ai besoin du On va chant. chanter. Voilà. الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ بسيط. برافو. الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ الكرسان شنو؟ كرتان شنو عافتي ما تردنيت كرتان شنو ينغي جمعتيميت كرتان شنو رايات اللوز ميبان كرتان شنو كنا بين ضيغونا كرتان شنو كنا ديجا ماضوير كرتان شنو تيقلون سيق بوران كرتان شنو رايات اللوز مويكير كرتان شنو ديجا بودر تيقول شيء كرتان شنو Merci Hussein, merci à vous. Quelques activités de l'ACB là. Le 28 février à 18h, vernissage d'une exposition de Daniel Zemmour, portrait femme berbère. Je crois qu'on peut l'avoir déjà, hein, elles sont déjà là. Le mercredi 7 mars, l'ACB ouvre les guillemets à Malika Fessih, qui est une écrivaine, pour son roman Gaïs ou la Renaissance.
Et le 21 mars, c'est une conférence, les Berbères à l'époque romaine, de Jugurtha à la suite de l'Empire romain en terre berbère, une conférence de Omar Hamorit. Voilà, merci beaucoup, merci Hussein.